Alors, nous allons reprendre le cours. Alors, normalement, on va voir, j'ai regardé, j'ai testé la vidéo que j'ai mise en ligne, la toute première, celle avant l'interruption par le technicien, qui est une vidéo que je vais supprimer, parce qu'elle n'a aucun intérêt, parce que j'avais à peine commencé mon cours qu'il a fallu l'arrêter. Le son n'a pas l'air super, mais enfin, il s'entend. Je vais essayer de parler plus proche du micro. A priori, ça devrait fonctionner. Si jamais il y a vraiment des problèmes de son, je reviendrai et puis je referai le cours. Je regarderai ça ce soir, pardon. Mais a priori, demain, ce sera vous qui serez en ligne et on va continuer le cours d'aujourd'hui. On ne va pas en refaire un nouveau. OK ? Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez regarder le cours directement en ligne, d'accord ? En allant, comme je l'ai dit, sur Panopto et en regardant la session. Normalement, vous pouvez aussi poser des questions, mais là, j'arrive pas à voir comment ça fonctionne. Attendez, je vais réessayer. Voilà, donc là, on est bien en enregistrement. Je sais pas, ça ne... Il faudra que je regarde ça aussi. Comment on fait pour lire les questions, parce que normalement, il y a possibilité de poser des questions. Ah oui, alors attendez, je vais faire ça. Voilà, hop. Voilà, je prévisualise. Voilà, on a la prévisualisation des saisies d'écran. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, bref, peu importe. Ça, à la limite, les questions, c'est pas ce qui est le plus important. Normalement, vous pourrez regarder. Quand l'enregistrement sera terminé, donc là, par exemple, il y a une vidéo, la première heure a été enregistrée. Elle est maintenant accessible sur l'espace Moodle, dans l'encart Panopto. Je vais ensuite la remettre avec les autres, d'accord, dans l'encart vidéo cours en ligne. Ça, c'est très facile à faire. Et donc, après la première heure, vous pouvez cliquer sur la deuxième vidéo de la deuxième heure. Je préfère faire 2 vidéos séparées, parce que comme ça, du coup, là, j'ai pu vérifier que ça marchait. Et puis, de toute façon, ça évite de perdre 5 minutes. Alors, vous pouvez aussi naviguer dans la vidéo, quand il y a quelque chose où vous pouvez même aller plus vite. Enfin, il y a plein de choses qui permettent de... il y a plein d'outils, vous verrez. C'est pas mal pour regarder des vidéos. Alors, je vais revenir maintenant sur le cours. Et aborder maintenant la question d'une autre manière. Tout à l'heure, je vous ai montré comment, concrètement, matériellement, les conditions des Européens changeaient. Alors, si je résume, elles changent parce que, géopolitiquement parlant, l'unification du Moyen-Orient par la conquête de Constantinople en 1453 entraîne, donc cette unification du Moyen-Orient entraîne finalement des hausses de prix pour les marchandises qui viennent d'Orient, puisqu'il n'y a plus de concurrence en fait. On ne peut plus passer par Constantinople, on ne peut plus mettre en concurrence l'Empire ottoman et l'Empire byzantin. Maintenant, tout passe par l'Empire ottoman. C'est eux qui cadenassent, on va dire, la route des épices, la route de la soie. Donc les Européens sont amenés, notamment les grandes puissances que sont le Portugal et l'Espagne, sont amenés à chercher par eux-mêmes de nouvelles voies commerciales. Le Portugal essaye de contourner l'Afrique et les Espagnols essayent d'aller ailleurs. Et donc ils vont modifier ainsi leur comportement et s'ouvrir en quelque sorte au monde. Mais ce qui est intéressant aussi de penser, c'est la manière dont la pensée change aussi en même temps. Et la pensée change aussi dans une autre conception du monde, qui est elle-même liée à ce qu'on appelle la Renaissance, qui est elle-même liée à la redécouverte de la pensée antique. Alors une chose qui apparaît pour les Européens du Moyen-Âge, c'est finalement la confrontation avec le monde musulman. L'Empire ottoman, bien sûr, mais aussi, avant cela, les conquêtes arabes, et notamment la conquête de l'Espagne, qui va entraîner la période de Reconquista, donc de la reconquête des chrétiens sur la péninsule ibérique contre les États arabes, enfin arabes andalous plus précisément, parce que concrètement, non pas andalous d'ailleurs, mais c'est pas des arabes au sens complètement. Ils sont musulmans, mais ils sont quand même ibériques à la base quand même. Et donc il y a une reconquête qui va être militaire, mais qui va entraîner aussi des échanges. Par exemple, lorsque Cordoue tombe, on s'aperçoit qu'il y a une énorme bibliothèque
arabe. On s'aperçoit que les musulmans, ils ont une religion, que cette religion, elle est fondée sur un livre, le Coran, que c'est un peuple de l'écrit, et que, en fait, comme eux-mêmes ont combattu les Grecs, c'est-à-dire l'Empire byzantin, eh bien, ils ont acquis des savoirs des Grecs. Et les philosophes grecs et latins, finalement, qui avaient disparu du monde européen avec la fin de l'Empire romain, réapparaissent dans le monde européen au Moyen-Âge à travers les reconquêtes de l'Espagne, où là, on va trouver de très nombreux philosophes qu'on va redécouvrir, Aristote, Platon, etc. Enfin, tous les philosophes classiques qu'on connaît, eh bien, en fait, ils sont redécouverts à la fin du Moyen-Âge. Et cette redécouverte de la pensée antique va amener un certain nombre d'intellectuels à repenser, en fait, le monde dans lequel ils vivent, et notamment à remettre en question certains dogmes religieux, puisque là aussi, les philosophes antiques ne sont pas des chrétiens, des catholiques, mais ils ont une pensée profonde. Et le pouvoir de l'Église, à l'époque, est tel que finalement, certains penseurs vont chercher à essayer de repenser leur foi et la religion à partir d'autres bases. Et c'est pas pour rien que c'est à la fin du Moyen-Âge qu'on va voir apparaître de nouvelles religions, notamment le protestantisme. Alors le protestantisme, eh bien, c'est l'idée de lutter justement contre un certain nombre de dogmes religieux, contre le catholicisme, mais pas simplement le catholicisme, c'est le pouvoir du pape, et surtout l'idée que seul le pape est légitime pour interpréter les textes chrétiens. Et Luther, qui est un Allemand, Calvin, qui est un Suisse, vont essayer de repenser leur foi en relisant eux-mêmes la Bible et en la réinterprétant. Alors c'est notamment les 95 thèses de Luther qui sont diffusées en 1717 et qui cherchent à contester, on va dire, les dogmes officiels catholiques. Alors tout cela est rendu possible aussi par l'invention par Gutenberg de l'imprimerie, dont le premier livre imprimé va être la Bible, et qui va donc diminuer énormément le coût du livre, le coût d'accès au savoir, et donc le coût d'accès à la Bible. Donc les gens vont commencer à pouvoir lire la Bible eux-mêmes, et donc à pouvoir se faire leurs propres interprétations des textes religieux. Donc le protestantisme lui-même, il est le produit d'une révolution technologique. Bon, c'est ce protestantisme, donc, qui apparaît au début du XVIe siècle, va déstabiliser l'Église catholique, bien sûr, mais il va aussi entraîner de profonds débats au sein des pays européens sur, finalement, comment on se gouverne soi-même. Est-ce que, quelque part, finalement, la légitimité des royaumes du Moyen-Âge, elle venait de l'Église? Mais si l'Église elle-même n'est plus légitime, d'où vient cette légitimité du roi? C'est-à-dire, quand on commence à repenser la question religieuse, forcément, on en vient à repenser la question politique. Quand on se dit, finalement, les textes, l'Évangile, les évangiles, la Bible, peut être interprété d'une manière différente de ce que fait les catholiques, comment est-ce que derrière ça, on se dit, finalement, on se dit que peut-être qu'on peut aussi réinterpréter la légitimité du pouvoir politique. Et donc, si on réinterprète la question du pouvoir politique, eh bien, sur quelle base on le fait? Eh bien, on le fait sur de nouvelles bases. Notamment, une chose qui va être très importante, c'est que globalement, on va repenser l'individu. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que le protestantisme? C'est dire aux gens, vous êtes libres de lire la Bible d'abord, de lire les évangiles, et d'en tirer vos propres conclusions, votre propre interprétation. Et quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu, il existe. Il a une capacité de penser par lui-même. Et ça, c'est très présent au XVIe siècle, cette idée que l'individu existe et qu'il a une capacité de penser par lui-même. C'est ça qui va, en fait, engendrer la pensée libérale. C'est-à-dire la pensée qui va reconnaître l'individu comme étant un être autonome, intelligent, qui est capable de s'émanciper. Quand on pense l'individu comme ça, forcément, on finit par se demander, mais au nom de quoi ce roi m'oppresse? Au nom de quoi ces lois sont imposées? Et finalement, on peut aussi se dire, mais pourquoi ne pas repenser l'ensemble des règles en dehors de simplement la question de la pensée de, voilà, il est légitime parce qu'il a été élu par Dieu, peut-être que la légitimité de l'État ne peut pas reposer uniquement sur la foi.
Et donc, vous voyez, tout cela entraîne une nouvelle pensée. Alors, cette pensée, elle vient aussi des Grecs, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on redécouvrait la pensée grecque, qui elle-même venait des Arabes, et des interactions violentes qu'on avait avec les États arabes à la fois à l'ouest et à l'est, puisqu'on avait à la fois la Reconquista en Espagne, mais on avait aussi, bien sûr, l'Empire ottoman qui émergeait à l'époque et qui devenait une menace, pour le coup, à l'est. Donc c'est là qu'on va voir aussi apparaître des républiques, notamment les premières républiques. Alors, ce sont des républiques de type un peu corporatiste, c'est-à-dire fondées sur des corporations, à Venise, dans les villes italiennes de l'Italie du Nord, mais dans lesquelles il n'y a plus de monarque, en quelque sorte. On va repenser donc le droit. On va essayer de redévelopper une pensée qu'on pourrait dire une pensée rationnelle ou rationaliste, qui va essayer de mettre la raison au cœur et donc la raison, et donc plus la foi, au cœur des principes des gouvernements des États. Alors, c'est là que, vous voyez, cette transformation de la pensée va accompagner, bien sûr, cette transformation de l'économie et des territoires européens. Et les deux, c'est pas pour rien que les deux sont concomitants. C'est-à-dire que dans l'Europe du Moyen-Âge, qui était en quelque sorte un peu un îlot déconnecté en partie du reste du monde, alors pas tout à fait, il y avait bien sûr des commerçants au Moyen-Âge, mais on va dire que l'Europe ne s'envisageait pas, les Européens, on va dire, ne s'envisageaient pas comme des peuples qui allaient conquérir d'autres pays. Le monde était en quelque sorte fermé sur les traditions, la religion, et on va dire que tout était à peu près immuable. Ce qui n'est pas totalement vrai. Il y a eu des grands progrès technologiques au Moyen-Âge. Mais quand on passe à la Renaissance, on remet en cause des dogmes, on repense l'individu, on repense aussi le territoire. L'État finit par encourager les commerçants à aller conquérir des nouvelles terres pour gagner davantage de richesses. Vous voyez, donc toute cette pensée change. Du coup, se pose la question de savoir, mais si la religion n'est pas le fondement de tout, qu'est-ce qui est le fondement ? Comment gouverne-t-on un État ? Et là, eh bien, on va réfléchir sur la capacité de mieux gouverner, d'avoir un État plus puissant, plus fort. Donc l'idée de progrès. On va ainsi penser une vision normative dont, c'est-à-dire des préconisations sur la manière de gouverner, qui ne vont pas uniquement être fondées sur la morale ou une morale religieuse. L'idée, ce n'est pas d'avoir un bon roi qui soit juste. L'idée, c'est, et là on va introduire une nouvelle conception, l'idée c'est un gouvernement qui soit performant. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On va aussi penser l'État comme un bien public. Finalement, qu'est-ce que c'est que l'État ? C'est ce qui nous rassemble tous, c'est ce qui nous permet de nous gouverner, de nous donner des propres règles. Ces règles, auparavant, elles étaient décidées par le monarque, lui-même qui était la parole de Dieu. Bon, maintenant, l'État nous appartient en quelque sorte. D'où cette idée de res publica. Qu'est-ce que c'est res publica ? C'est chose publique, en latin, république. En anglais, on appelle ça Commonwealth. Et là aussi, on a une révolution en Angleterre, à l'époque, la République de Cromwell, qui est elle aussi la constitution du Commonwealth, donc république. C'est la même chose, c'est toujours le même mot qui vient. Cette idée que, on va dire, on peut s'auto-gouverner, elle est à la fois mise en application dans les villes italiennes. Alors là aussi, le « on » peut s'auto-gouverner, c'est les riches commerçants, c'est les chefs de corporation qui décident cela. Ce n'est pas le commun des mortels, ce n'est pas une démocratie. Mais alors là aussi, on a une vision un peu élitiste de la démocratie, un peu comme les Grecs. Les Grecs, il y avait une démocratie, certes, mais c'était uniquement la démocratie des citoyens. Ce n'était pas la démocratie des esclaves. Bon, il n'y a plus d'esclavage à l'époque en Europe, mais il y a bien l'idée que quand on gouverne Venise, il s'agit bien des représentants des riches commerçants et des riches corporations qui vont gouverner la ville, et pas les petits ouvriers ou les paysans qui habitent à côté. Alors, l'un des grands traités de sciences politiques qui va amener à changer la manière de penser le gouvernement, c'est Le Prince de Nicolas Machiavel, qui est publié en 1532,
après la mort, je crois, de Nicolas Machiavel, publié en italien. Ça aussi, c'est important. Parce qu'à l'époque, la langue des intellectuels, c'était le latin. Mais on commence, à ce moment-là, le latin qui est aussi la langue de l'Église. Et là, on va commencer à parler la langue du peuple, à écrire dans la langue du peuple. Et pourquoi ? Pour être compris. Ça vient aussi du fait que le coût du livre ayant beaucoup baissé, eh bien, on peut trouver des lecteurs qui ne parlent pas latin, donc qui ne sont pas des lettrés, qui ne sont pas des lettrés au sens qui n'ont pas fait d'études supérieures, mais qui peuvent parfois savoir lire et écrire, mais évidemment dans leur propre langue, qui est l'italien, le français, etc. Alors, qu'est-ce que fait Nicolas Machiavel ? Eh bien, il essaye de donner des conseils au prince. Au prince, c'est un mot générique qui veut dire le souverain, et qui essaye d'aborder la question de la gestion de l'État de manière rationnelle, et donc en évacuant la question de la morale et de la religion. La morale et la religion n'est pas le cœur du traité de Nicolas Machiavel. C'est la raison pour laquelle il a fait scandale, parce que voilà, il introduisait une rupture. Bon, cette façon de concevoir la politique, eh bien, elle va s'étendre après, jusqu'à, on va dire, l'un des chefs-d'œuvre de la pensée politique moderne, qui est de l'esprit des lois de Montesquieu, publié en 1748. Alors je passe, il y a de très 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 nombreux auteurs de toute nationalité qui participent à cette réflexion. Et Montesquieu, par exemple Jean Bodin, puisqu'on est dans l'Amphi Bodin, les 7 livres de la République, voilà, lui aussi, au XVIe siècle, il va participer aussi à penser l'action de l'État. Montesquieu, c'est bien plus tard, c'est 200 ans plus tard. Montesquieu, lui, va finir par achever en quelque sorte cette réflexion sur l'État moderne. C'est lui qui conçoit la séparation des pouvoirs, avec le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Et c'est ce livre de Montesquieu qui va lui-même inspirer les constitutions modernes, c'est-à-dire notamment la constitution américaine de 1787. Là aussi, pensez que Montesquieu, il n'est pas que lui est connu en France, il est connu dans le monde entier, et notamment dans le monde anglo-saxon. Et c'est lui qui va servir de base pour la constitution américaine, qui n'a pas changé aujourd'hui. Aujourd'hui, la constitution des États-Unis, c'est la même, avec des amendements en plus, mais c'est globalement la même que celle de 1787. Donc, il y a des amendements qu'on a pu rajouter au cours du temps, mais le fonctionnement du pouvoir, eh bien, il est le même. C'est la raison pour laquelle vous avez peut-être vu qu'il y a des élections aux États-Unis. Il y a eu un grand débat hier. L'élection se fait non pas directement par la population, mais par l'intermédiaire de grands électeurs. Donc on va voter pour des grands électeurs qui eux-mêmes vont voter pour le président. Pourquoi est-ce qu'on a ça ? Parce que quand on a pensé la Constitution, on était à la fin du XVIIIe siècle, et organiser des élections était très compliqué. Donc on réunissait les gens qui étaient désignés par la population pour élire le président. D'où cette idée de grands électeurs. Alors cette révolution à la fois du système économique, qui est lié aux découvertes de l'Amérique, au changement géopolitique, et cette révolution dans la pensée de l'action politique, eh bien c'est ça qui va finir par faire émerger l'idée de croissance, et c'est cela qui va nourrir la pensée économique. Et la pensée économique, eh bien, c'est pas pour rien qu'on va la commencer en 1500 et qu'on va l'achever aujourd'hui. Alors, je vous montre ici sur cette frise. Alors, là aussi, c'est une frise simplifiée que j'ai faite, qui a évidemment des défauts et qui est surtout qui est limitée dans la capacité que j'ai pu mettre d'écrire des noms d'auteurs, mais sur lesquels je pense qu'il va falloir que vous reveniez pour essayer de comprendre les principales écoles de pensée économique. Alors, on va les voir chacune. On va s'arrêter on va s'arrêter à Marx, on va s'arrêter ici, parce que toutes ces écoles, qui sont des écoles de pensée contemporaines, vous aurez l'occasion de les revoir plus tard. Alors, cette frise permet ici de voir un peu, voilà, les différentes écoles. Alors, d'abord, on a les écoles mercantilistes. Alors, là aussi, alors, je vous cite un certain nombre de noms. Des noms, voilà, ici plutôt des Français, des Anglais globalement. Des Hollandais, je crois que Cantillon il est hollandais, mais je ne sais plus. Avec leurs dates. Nous reviendrons sur ces écoles, alors on ne va pas y revenir beaucoup, mais quelque part, c'est eux qui vont commencer à penser la question de la gestion de l'État et trouver des ressources.
à ces États. Ensuite, on a une école typiquement française, l'école des physiocrates. Alors, vous voyez, qui ne dure pas très longtemps, hein, qui est la fin du XVIIIe siècle, et on va dire qu'il va s'arrêter à peu près en 1800. Donc, il y a des moments de recoupement ici, hein, des écoles. Bon, là aussi, c'est un peu arbitraire comme j'ai fait. Vous verrez que le premier TD sera consacré, TD 1. Je vais vous donner bientôt je vais imprimer bientôt des fascicules de TD, vous les aurez en cours de TD. François Quesnay et Turgot qui a été ministre des Finances, qui est considéré quand même comme un économiste influent, qui émanait lui aussi de cette école-là. Alors ensuite, on a l'école classique. L'école classique, on va dire, c'est souvent par ça qu'on commence la pensée économique, en disant le père fondateur de la pensée économique, c'est Adam Smith. C'est faux, bien sûr. C'est faux. Il y a plein d'autres personnes qui peuvent être qualifiées d'économistes avant Adam Smith. Mais c'est vrai que c'est lui qui a conçu, dans son ouvrage La richesse des nations, les bases de l'économie moderne. Aujourd'hui encore, la pensée économique emprunte beaucoup à Adam Smith, y compris dans le vocabulaire employé. On a d'autres auteurs de cette école de pensée. On a Malthus, alors là aussi je les mets dans l'ordre chronologique. Donc Smith, on va dire le plus ancien, ensuite Malthus, c'est Ricardo. Vous voyez qu'entre Smith et Ricardo, il y a quand même une génération. Ricardo, il naît, quand Smith meurt en 1790, vous voyez, Ricardo, il a 18 ans. C'est pas à ce moment-là qu'il a votre âge, quoi. Donc on peut pas dire que Ricardo et Smith se soient beaucoup rencontrés et eu beaucoup l'occasion de discuter ensemble. Sans doute jamais. D'ailleurs, parce qu'à l'époque, d'ailleurs, ils ne connaissaient pas Smith à 18 ans, donc ils ne sont jamais rencontrés. Pareil, entre Ricardo et John Stuart Mill, là aussi, il y a une génération. On a 30 ans d'écart dans la naissance. Et là aussi, je ne pense pas que Mill a pu avoir l'occasion de discuter avec Ricardo, puisque Ricardo est mort en 1923 et John Stuart Mill, il avait 17 ans. Voilà, donc pareil. Alors, il a eu une éducation très poussée. Il est possible qu'il ait rencontré Ricardo. Pour le coup, c'est possible, mais je ne sais pas, je ne connais pas la vie de John Stuart Mill. Voilà, donc vous voyez qu'on a des auteurs quand même sur quasiment un siècle ici, jusqu'en 1870, où là on va avoir une autre pensée qui va émerger. C'est la pensée contemporaine, qui est dite néoclassique. Alors, elle est le produit d'ouvrages publiés en 1870, 1871 et 1874 par les trois personnages fondateurs de cette école, que sont Karl Menger, donc en Autriche, Léon Walras à Lausanne, en Suisse, mais qui est français, et William Stanley Jevons, qui est lui anglais. Alors, on va dire que ce sont les trois fondateurs de la pensée, mais cette pensée néoclassique, elle est vraiment devenue ce qu'elle est avec Marshall, notamment en publiant 20 ans plus tard, en 1890, son premier manuel d'économie. C'est à partir de cette pensée anglaise de Marshall que va se construire la pensée moderne, aussi un peu à partir de Walras. On a ensuite des écoles plus marginales. Alors ça, on parle ici des écoles dominantes, et puis on a des écoles un peu dominées en quelque sorte. Alors la première, c'est le marxisme. Alors là aussi, j'ai mis que Karl Marx, avec ses dates de naissance et de mort. Il est mort en 1883. Il est mort la même année que né Keynes. C'est amusant aussi. Le marxisme, il y a plein d'autres auteurs marxistes, et c'est une école de pensée qui continue d'exister aujourd'hui, continue de produire un nombre d'intellectuels, même si c'est vrai que c'est pas tellement en économie, c'est plutôt dans d'autres domaines des sciences humaines que les marxistes sont encore présents. On a l'école autrichienne, alors qui doit beaucoup à Karl Menger, c'est-à-dire qu'en fait l'école autrichienne, donc dans laquelle on connaît von Mises, Ludwig von Mises et Friedrich Hayek, qui est mort il n'y a pas très très longtemps, Hayek, en 92. Donc c'est une pensée très libérale, mais qui a aussi une méthode assez particulière, donc qui s'écarte de la pensée néoclassique. Et puis les keynésiens, alors j'en ai mis que deux, John Maynard Keynes, bien sûr, qui a donné son nom à cette école, et aussi quand même une économiste, c'est la seule femme ici du tableau, mais je pense qu'il faut la citer parce que c'est une économiste brillante qui a beaucoup influencé la pensée économique du XXe siècle, c'est Joanne Robinson, une Anglaise, qui était aussi par ailleurs amie de Keynes, puisqu'ils étaient dans la même école, dans la même université à Cambridge. Voilà.
Donc, cette pensée keynésienne, c'est une pensée qui émane des années 30, qui est construite pour réfléchir à la grande crise des années 30. Alors, apprenez quand même cette frise. Sachez, essayez de... Alors, surtout sur ces auteurs de la deuxième partie, ceux-là, bon, c'est moins important que vous les connaissiez, vous allez moins les revoir, mais ceux-là, vous allez les voir chez moi et chez d'autres enseignants. Et ça vous devez connaître ces auteurs. C'est quand même les auteurs de base de la pensée économique. C'est bien aussi si vous connaissez les physiocrates, quelques mercantilistes, notamment pourquoi pas Jean Bodin, après tout, c'est un angevin, donc c'est important aussi de le connaître. Et en plus, on est dans son amphi. Alors, je vais brièvement vous donner quelques éléments de réflexion sur ces écoles de pensée, et je vais, à travers ces réflexions, essayer de voir comment chacune de ces écoles de pensée, comment ces auteurs, qu'on va maintenant étudier un peu plus en détail, analysent et conçoivent la croissance économique. Puisque c'est bien ça qui est au cœur de ce chapitre 2, essayer de comprendre la croissance économique. Alors tout d'abord, il faut revenir sur la pensée mercantiliste. J'intitule cette section « L'économie au service du prince ». Alors quand je parle du prince, je fais bien sûr référence au livre de Machiavel. C'est le souverain. Et effectivement, la pensée mercantiliste, elle naît d'un besoin particulier qui émane de cette période-là. Souvenez-vous, cette période-là, c'est une période de conquête de nouveaux territoires, de développement de nouvelles routes marchandes. Et la conquête de ces territoires, ainsi que le développement de nouvelles routes commerciales, nécessite une armée importante. Une armée terrestre, bien sûr, mais surtout une armée maritime. Il faut des bateaux, il faut des canons, il faut être capable de protéger ces commerçants, à la fois sur mer et dans les colonies qu'ils vont établir. Donc il faut des États puissants, qui n'ont pas simplement une armée pour se défendre contre leurs voisins. Bien sûr, il faut aussi ça, parce que les guerres ne sont pas finies sur le territoire européen, mais il faut en plus être capable de projeter son armée à l'étranger. Donc ça demande beaucoup d'argent. Qui a ces besoins? Eh bien, essentiellement, les États de l'ouest de l'Europe. Prenons l'ouest de l'Europe, on a quoi? On a 4 États, 5 États. On a le Royaume-Uni. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas le Royaume-Uni, mais ça s'appelait au fur et à mesure Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Écosse, etc. On a la France, on a l'Espagne, on a le Portugal, on a les Pays-Bas. On n'a pas l'Italie. D'abord parce que l'Italie n'est pas unifiée, c'est un ensemble, un patchwork d'États, et puis parce que les Italiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, eux, ils sont plutôt tournés vers la Méditerranée, vers le commerce avec l'Orient, et donc ils ne vont pas construire de grandes flottes. De plus, comme ils sont divisés, ils ont du mal à se projeter à l'étranger. Il faut des États puissants. Ces États puissants doivent rassembler autour d'eux suffisamment de territoires et de population pour pouvoir avoir une flotte. Donc l'État moderne, c'est un État qui va être capable de financer une armée puissante et une flotte puissante. Ce financement, il va être un investissement en quelque sorte, puisqu'en protégeant ces comptoirs commerciaux, ces flottes marchandes, il va récupérer de l'argent, il va taxer les revenus de ces compagnies, et avec ça, il va pouvoir financer son armée. Il y a même l'idée parfois que, puisqu'on a une grosse armée pour protéger nos colonies, peut-être qu'on va aussi pouvoir conquérir quelques territoires en Europe. Alors ça, c'est la grande idée de Louis XIV. Mais du coup, il ne va pas être très fort pour la conquête des territoires du Nouveau Monde. Il va plutôt chercher à étendre le territoire de la France plutôt que des colonies. D'autres pays, comme les Pays-Bas, vont faire un peu l'inverse. Ils vont surtout chercher à développer de nouveaux espaces coloniaux, ou l'Angleterre, ou l'Espagne, par exemple. Donc le problème, c'est comment je finance cette armée qui coûte cher, qui coûte extrêmement cher. Comment j'organise l'État pour qu'il soit performant. C'est là qu'on va changer un peu de logique. Performant dans la capacité d'avoir des richesses et d'avoir une armée. Ça veut dire aussi que l'économie pensée ainsi ne s'intéresse pas forcément au bien-être général de la population. C'est pas ça. On ne va pas chercher à accroître le PIB par habitant. Déjà, la notion de PIB n'existe pas. Et la population, l'idée de croissance n'existe pas à l'époque. Donc on ne se dit pas, tiens, comment je vais faire pour enrichir la population? L'État, la richesse de l'État, c'est la richesse du monarque.
c'est la richesse du souverain. Donc il faut que l'État soit riche pour que le souverain soit puissant et puisse lever une grosse armée. Bon, bien sûr, pour que l'État soit riche, il faut qu'il puisse prélever des impôts, et il pourra d'autant plus prélever des impôts que sa population est riche. Donc quelque part, ce n'est pas forcément contradictoire de penser la richesse de la population. C'est même a priori logique. Donc il y a quand même quelque chose dans les politiques mercantilistes qui vont se faire au bénéfice de la population. Si on pose les questions comme ça, et qu'on a du mal à concevoir l'idée de croissance économique, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir un État puissant ? S'il n'y a pas de croissance économique, ça veut dire qu'on ne peut pas, avec la même population, générer davantage de richesses. Donc, il faut davantage de population. Il faut contrôler davantage de population. C'est comme ça qu'on va concevoir la richesse. L'aphorisme célèbre de Jean Bodin, Jean Bodin, mort en 1596, donc vous voyez, c'est un auteur du XVIe siècle, postérieur à Machiavel, mais pas beaucoup postérieur, enfin un peu quand même, qui dit « Il n'y a richesse ni force que d'hommes », qui crie « Il n'y a richesse ni force que d'hommes ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au fond, un État est puissant et riche lorsqu'il a une population nombreuse. Qu'est-ce que ça signifie aussi ? Ça veut dire qu'il faut davantage de population pour être riche et puissant et avoir une armée qui peut se projeter dans le nouveau monde. Donc, on est populationniste. On veut augmenter la population. Mais à l'époque, augmenter la population, ça ne se fait pas sans davantage de produits alimentaires. Il faut nourrir cette population si on veut l'augmenter. Or, comment fait-on pour nourrir la population ? Il nous faut des terres en plus. Donc, on va aussi être expansionniste. D'où cette idée dont j'ai dit, on va se projeter à l'extérieur, dans les Amériques, mais aussi sur le territoire européen. À l'époque, le pays le plus peuplé, c'est la France. Et Louis XIV, qui règne à la fin du XVIe siècle, une grande partie du XVIe siècle, jusqu'au début Louis XIV qui règne à la fin du XVIIe siècle, jusqu'au début du XVIIIe siècle, lui, il va être vraiment l'idée de faire une France puissante, mais une France grande, en menant un certain nombre de guerres pendant tout son règne. Alors pareil, un peu avant, chez les rois du XVIe siècle, qui vont eux aussi s'aventurer dans des conquêtes militaires. Donc, expansionniste, en gagnant des territoires, on gagne à la fois la population et les capacités de la nourrir. C'est ça les choses. Bon, mais on va aussi se dire que le problème de cette expansion territoriale, c'est que ça coûte très cher. Il faut faire des guerres et il faut les gagner. Or, c'est risqué. Parce qu'on peut perdre les guerres, c'est bien le problème. Et à la fin, on peut finalement s'appauvrir en faisant de la guerre. Donc il y a une autre idée, c'est d'essayer de gagner de l'argent, d'essayer de gagner des ressources pour l'État à travers le commerce. Et ça aussi, je vous ai dit, la méthode, elle est assez simple. On va s'appuyer sur l'activité des compagnies commerciales. Alors, plus concrètement, comment va-t-on faire ? Eh bien, on va accorder un monopole à une compagnie commerciale. Par exemple, la Compagnie des Indes occidentales. On va dire, on va réunir des marchands. On va dire, au lieu d'être en concurrence les uns avec les autres, vous allez vous assembler, vous réunir. Vous allez constituer une grande compagnie. Vous allez mettre en commun vos bateaux commerciaux. Et tous, vous allez vous organiser pour conquérir donc les Indes occidentales, c'est-à-dire les Amériques. Vous allez établir des plantations, vous allez avoir des esclaves, vous allez produire du sucre ou de la canne à sucre, vous allez revenir en France, vous allez gagner de l'argent, et nous, on vous taxe. Ouais, c'est ça l'idée des États du XVIe siècle et du XVIIe siècle. C'est l'idée, on accorde des monopoles à un certain nombre de compagnies, et en échange, donc, on protège leur activité commerciale avec l'armée française, par exemple, et puis en échange, on va taxer les revenus de cette compagnie, et donc on aura l'argent pour financer l'armée, et donc financer la politique expansionniste. C'est un peu un service gagnant-gagnant.
Alors ça, c'est le premier moyen. Mais il y a aussi une autre manière de gagner de l'argent, c'est d'exporter à d'autres pays européens. On voit un peu le commerce comme un jeu à somme nulle. L'idée, c'est payer son armée. Pour cela, il faut avoir de l'or, parce qu'on paye l'armée avec de l'or. Et pour avoir de l'or, eh bien, il faut vendre des richesses et récupérer donc l'or des voisins. Donc, les mercantilistes pensent gagner de l'argent et les capacités de puissance par le commerce. C'est la raison pour laquelle ils sont souvent protectionnistes, c'est-à-dire qu'ils veulent protéger leurs industries, mais globalement, ils sont. Alors, on appelle ça aussi mercantilistes. Donc, c'est une manière plus précise que le protectionnisme. L'idée, c'est pas uniquement de protéger avec des droits de douane ses importations, certes, ça y est, mais c'est aussi de favoriser ses exportations. En gros, d'arriver à un excédent de la balance commerciale. C'est ça l'objectif. Tout excédent de la balance commerciale, pour les mercantilistes, va entraîner un afflux d'or dans le royaume, et cet afflux d'or, eh bien, va permettre de payer l'armée. Parfois, et il ne faut pas confondre cela avec le terme précédent, parfois les gouvernements mercantilistes vont être autarciques. Alors, l'autarcie, ça veut dire qu'ils vont chercher à éviter tout commerce avec l'étranger. Ça, on va le voir, ça va être le cas de l'Espagne, parce que l'Espagne a des mines d'or et d'argent, donc elle veut garder ses ors et son argent sur son territoire, et donc elle veut arrêter de commercer avec d'autres pays. Donc la richesse, elle vient du commerce, lorsqu'on a une balance commerciale excédentaire, de la population et des territoires. C'est un peu ça l'idée des mercantilistes. Ce n'est pas des idées très compliquées quand on y réfléchit. Mais l'idée qui est intéressante ici, c'est toute cette richesse, c'est la richesse de qui ? C'est la richesse de l'État. C'est ça qui est important ici. Pensez qu'on a les premiers États modernes, en fait, à l'époque. Un État moderne, c'est-à-dire un État qui a une administration. Alors, moderne, je le dis vite, les premiers vrais États modernes, ils vont arriver après la Révolution française. Mais on va dire qu'on commence déjà à avoir une administration qui devient compétente, qui cherche à être compétente, qui cherche à avoir des impôts qui soient rentables, qui cherche à organiser son territoire de manière à pouvoir prélever l'impôt correctement et donc à avoir une armée compétente. Alors, dans la pensée mercantiliste, il y a un certain nombre de notions qui n'existent pas et qui sont extrêmement importantes en économie. En particulier, les mercantilistes ne font pas la différence entre capital et richesse. Or, ça, c'est une notion extrêmement importante dont je vais maintenant vous expliquer la différence. La richesse, c'est toutes les marchandises, tous les biens et les services dont on peut disposer et qui nous rendent la vie agréable, on va dire. C'est pas l'argent, la richesse. C'est les marchandises. C'est les biens, les services qu'on peut utiliser. C'est tout ce qui a une valeur d'usage, on peut dire. C'est ça la richesse, tout ce qu'on peut utiliser à son profit. Le capital, c'est une richesse particulière. Donc le capital, c'est de la richesse, mais c'est une richesse qui va avoir la particularité que lorsqu'elle est utilisée, elle produit de la richesse. Donc pour le dire autrement, le capital, c'est de la richesse qui produit de la richesse. Mettons que vous avez 1 million d'euros. Avec ce million d'euros, vous avez le choix. Soit vous vous faites construire un petit hôtel, soit vous vous faites construire un petit château. Le petit château, ça sera pour vous, pour votre usage. Le petit hôtel, ça sera pour quoi ? Pour louer des chambres d'hôtel. Bon, dans les deux cas, ça a coûté 1 million d'euros. Mais dans un cas, c'est un investissement. Dans l'autre cas, c'est une forme comme un bien de consommation. Bon, en fait, en comptabilité nationale, on considère que le château, c'est aussi un investissement, mais peu importe. Vous comprenez bien que le château, il va vous coûter de l'argent et il ne va rien à vous rapporter. Alors pour votre plaisir, vous aurez une grande piscine, voilà. Mais l'hôtel, lui, va vous rapporter de l'argent. La différence entre le château et l'hôtel, c'est qu'il y en a un qui est productif et l'autre qui n'est pas productif. Il y en a un qui est du capital, l'hôtel, et l'autre qui est de la richesse pure, non productive,
la richesse, les deux sont la richesse, mais qui n'a pas de vocation de production, c'est le château. Oui, pareil, si vous achetez une voiture pour votre usage personnel, ou si vous achetez une voiture pour être taxi ou pour faire être chauffeur Uber. Dans un cas, la voiture va vous coûter de l'argent, c'est la voiture que vous utilisez pour vos loisirs, et dans l'autre cas, la voiture va vous rapporter de l'argent. Ça, c'est une distinction extrêmement importante en économie, la distinction entre capital et richesse. Et encore une fois, le capital, c'est de la richesse, mais c'est une richesse particulière, une richesse qui produit d'autres richesses. Si les mercantilistes avaient pensé ça, eh bien, ils auraient pu dire des choses qu'ils n'ont pas dites, c'est-à-dire mettre en œuvre la question de l'investissement. Expliquer que selon la manière dont on dépense 1 million d'euros, on va gagner de l'argent ou pas. Mais ils n'ont pas pensé à cela. Deuxième erreur ou manque de la pensée mercantiliste, c'est que très souvent, pas toujours, là aussi, parce qu'il n'y a pas une pensée homogène, il y a plein d'auteurs qui sont parfois se contredisent, qui ne sont pas toujours d'accord les uns avec les autres, mais très souvent les mercantilistes confondent richesse et monnaie. Et notamment, ils confondent la richesse avec la détention de métaux précieux. Or, les métaux précieux ne sont pas de la richesse. Ils n'ont pas d'usage en tant que tel. Leur seul usage, c'est d'acheter. C'est l'usage monétaire. Mais ils n'ont pas de valeur d'usage au sens strict. Et donc, parfois, ils se disent, en accumulant de l'or et de l'argent, je serai plus riche. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qui peut se passer ? Si on accumule de l'or et de l'argent, on risque d'avoir un phénomène d'inflation. Les prix vont augmenter. Il faudra plus d'or ou plus d'argent pour acheter des marchandises. En réalité, accumuler de la monnaie n'est pas la même chose qu'accumuler de la richesse. Cette vision qui considère que la richesse, c'est l'or et l'argent, c'est une vision dite bullioniste. Donc le bullionisme, là aussi c'est un mot en rouge, alors c'est des mots qu'il faut connaître. Le bullionisme, c'est une doctrine qui considère que la richesse émane des métaux précieux, or et argent. Alors derrière cette idée bullioniste, il y avait une idée, pourquoi l'or et l'argent ? Parce que ce sont des métaux qui ne rouillent pas, qui ne perdent pas leur qualité intrinsèque. Certes, l'argent noircit un peu, mais l'or, il est inoxydable, il est imputrescible, il garde toujours ses qualités premières. Donc, accumuler de l'or, c'est accumuler de la richesse. Alors, il y a aussi l'idée qu'avec de l'or, on va acheter, bien sûr, des soldats, des militaires. Souvenez-vous, c'est ça quand même qui est au cœur de la pensée mercantiliste. Mais quelqu'un comme Jean Bodin, pour reparler de lui, il va critiquer cette vision bullioniste, notamment dans une controverse célèbre, il va sur justement l'origine de l'inflation. Il va expliquer que l'inflation n'est pas liée à la perte de la valeur de l'or et de l'argent ou à la perte de la valeur des pièces, parce que les rois rognaient des pièces pour combler les trous des finances publiques. Et donc les gens disaient, parce que les pièces ont moins de métaux précieux, elles ont moins de valeur. Bodin dit non, en fait, c'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est la découverte des mines d'Amérique qui a créé un afflux d'or et d'argent en Europe et qui a fait baisser la valeur de l'or et de l'argent. Et donc, finalement, l'or et l'argent ne sont pas en soi de la richesse. Alors tout ça pour vous dire que les mercantilistes, vous voyez, ils font un certain nombre de... c'est une pensée économique, mais c'est une pensée économique qui se heurte à quelques difficultés dans les définitions, dans les conceptions, dans les concepts, et notamment une difficulté à distinguer monnaie et richesse. Détenir de la monnaie, ce n'est pas la même chose que détenir de la richesse. Si on a défini la richesse tout à l'heure comme ce qui a une valeur d'usage, c'est-à-dire ce qui procure du bien-être lorsqu'on utilise, bien sûr, vous allez dire quand on dépense de l'argent, on a du bien-être, mais ce n'est pas en soi l'argent qui vous donne du bien-être, c'est ce que vous allez acheter avec. Si vous avez beaucoup d'argent sur une île déserte, vous n'avez rien à acheter, il ne vous sert pas à grand-chose cet argent. Bref, donc, ne pas confondre monnaie et richesse, premièrement, et ne pas confondre richesse et capital, deuxièmement. Richesse stérile et richesse productive.
Oui, alors il dit qu'aucun son n'était. Oui, d'accord, mais j'ai arrêté de parler, j'ai le droit. Bon, j'espère que le son sera bon. Les thèses mercantilistes donc vont tendre à prôner parfois des erreurs économiques, l'accumulation monétaire, et vont avoir du mal à comprendre l'idée de croissance, parce que pour avoir l'idée de croissance, nous le verrons, il faut avoir l'idée du capital. C'est extrêmement important. Alors je conclus, parce qu'il est l'heure, par le fait que ces erreurs-là des mercantilistes sont parfois des erreurs qu'on retrouve aujourd'hui dans la pensée moderne. Si vous regardez certaines théories économiques sur Internet, vous verrez des gens qui vont dire « Ah, mais il faut créer de la monnaie, comme ça vous serez tous plus riches. Il faut que la banque centrale crée davantage de monnaie. » Il y a même des économistes sérieux qui parlent de monnaie hélicoptère. Attention, l'idée de rendre les gens plus riches en créant de la monnaie, eh bien en fait, très souvent se heurte au problème que la monnaie n'est pas la richesse. Alors, je ne m'étends pas là-dessus, il y a beaucoup de débats, parce que après on peut dire oui, mais en période de récession, voilà, ça peut être utile. Mais parfois, un jour, j'ai entendu des gens qui expliquaient que le revenu universel, un revenu universel pour tout le monde, pouvait exister uniquement par création monétaire. On crée de la monnaie, on donne à tout le monde beaucoup d'argent, tout le monde sera riche. Alors, la limite de ce raisonnement, c'est imaginer, poussons le raisonnement jusqu'à l'absurde, qu'on donne 1 million d'euros à tout le monde va se dire « Ah, ben avec ça, je vais pouvoir m'acheter une maison. » Le problème que vous allez vite vous rendre compte, c'est qu'il n'y a pas assez de maisons pour tout le monde. Et donc, au bout d'un moment, les maisons, elles vont coûter plus cher qu'1 million d'euros, donc vous n'aurez rien gagné du tout. Voilà, c'est un peu par cette forme de façon de penser qu'on peut aussi, en poussant à l'extrême les raisonnements, qu'on peut aussi en voir les limites. Voilà, je suis en retard, je vais m'arrêter là, et j'espère que les vidéos vont fonctionner.